Ne quittez pas. Bonjour, je voulais m'adresser tout d'abord à TV Liberté et les remercier de bien vouloir nous accueillir, d'accueillir un débat qu'on espère mensuel en perspective des échéances prochaines. Notre débat va tourner essentiellement autour des questions de sécurité. Je vous présente mes deux invités d'aujourd'hui. Patrick Ivars, un ancien commissaire divisionnaire honoraire comme moi. Jean-Pierre Colombiès, un ancien commandant fonctionnel qui a fait une longue partie de sa carrière en police judiciaire. Nous avons décidé, un certain nombre d'anciens policiers retraités, libérés de notre devoir de réserve, sans aucune ambition corporatiste ni carriériste, de prendre la parole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une manifestation de policiers a eu lieu il y a quelque temps. Cette manifestation semblait faire l'unanimité dans toute la classe politique, en disant les revendications des policiers semblaient légitimes. Et dans le même temps, le même jour, un projet de loi était débattu à l'Assemblée nationale, projet de loi intitulé « Confiance en la justice », qui, en fin de compte, allait brider encore un peu plus l'action des policiers. On a été absolument scandalisés de cette démarche et on a décidé, un certain nombre d'anciens policiers, d'anciens cadres de la police, d'anciens policiers qui ont travaillé presque exclusivement, très souvent, en police judiciaire, donc qui maîtrisent parfaitement la procédure pénale, de prendre la parole. On a dit, ça n'est plus possible, dire autant de contre-vérités, aller droit dans le mur comme ça, il est temps que nous, on se réveille et qu'on prenne la parole. C'est donc pour ça qu'on a décidé de créer un collectif qui porte le même nom que cette loi, confiance en la justice.com. Beaucoup d'anciens nous ont rejoints et nous dénonçons les dérives procédurale qui, en fin de compte, annihile encore un peu plus les capacités de la police à lutter contre la délinquance. Donc j'aimerais avoir l'avis de mes deux invités aujourd'hui sur le constat qu'ils ont fait. Qu'est-ce que leur engagement policier leur a permis d'avoir une analyse pertinente sur la situation. Patrick Ivars, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance en la justice ? A priori, oui, on doit avoir confiance en la justice. Maintenant, le titre de cette loi est un peu trompeur parce que on est en train de complètement de changer le système judiciaire de l'enquête policière. On est en train de passer d'une enquête de type accusatoire. Non, c'est l'inverse. On est en train de passer d'une enquête de type inquisitoire à une enquête de type accusatoire. Ce qui change beaucoup de choses. À savoir que dans l'équilibre actuel de l'enquête policière, on a le procureur de la République qui dirige l'action de la police judiciaire, alors que dans le nouveau système, on va avoir un procureur qui va simplement servir d'arbitre et qui va arbitrer une enquête policière et une contre-enquête de l'avocat de la défense qui va, et ça c'est le point le plus important me semble-t-il dans cette loi, qui va avoir accès à tous les éléments de l'enquête policière. Autrement dit, c'est comme si un général confiait ses plans de bataille au général de l'armée d'en face pour lui dire « voilà ce que je sais, voilà ce que je vais faire ». Et ça, c'est un petit peu gênant parce que c'est en train de détruire tout l'intérêt, j'allais dire, de l'enquête policière actuelle telle qu'on la connaît dans le système français. Et je crains que ça ait des conséquences très graves sur l'efficacité des services de police judiciaire et que ça ait des conséquences très graves sur le moral des policiers qui travaillent en PJ parce qu'ils ne vont pas rester. Il est à peu près évident que les services de police judiciaire qui ont déjà actuellement, et je crois que Jean-Pierre ne me contredira pas, on sait tous que les services de PJ ont du mal à recruter. Et c'est un petit peu inquiétant déjà actuellement. On a du mal à recruter des effectifs en police judiciaire. Et là, avec cette réforme, je crois que c'est la mort de la PJ, tout simplement. Mais, par exemple, Jean-Pierre, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part d'un ministre de la Justice comme Dupond-Moretti ? On sait qu'il représente quand même le lobby des avocats. Alors, merci d'abord de l'invitation et de cette passerelle d'expression qui commence à se réduire considérablement sur les autres, au niveau des autres médias, que ce soit les médias papier ou les médias TV. Alors, moi, je ferai une observation toute simple. Je crois qu'on n'est jamais déçu par le politique depuis très longtemps. À chaque fois, nous attendons beaucoup de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui les entourent, et on n'est jamais déçu par soit l'incompétence, soit la démagogie de ceux qui sont aux manettes, y compris
au niveau des parlementaires, il n'y a strictement rien à attendre des politiques. Je crois qu'effectivement, il n'y a que par l'action de ceux qui savent, à savoir au travers de certains syndicalistes ou de groupes d'expression comme celui que tu animes, qui peuvent éventuellement, je dirais, inverser peut-être ou du moins ralentir la tendance qui consiste, sous la pression de lobbying très fort de la part notamment des avocats, bloquer cette volonté de nuire et de bloquer l'action judiciaire. Il faut être clair. Ils ont tous compris depuis très longtemps, depuis que des politiques sont mêlés aux affaires judiciaires, ils ont très compris que le fer de lance de l'action policière, c'est le judiciaire. Donc il faut se battre contre cette institution qu'est le judiciaire, et ils n'ont eu de cesse depuis plus de 20 ans maintenant que de démultiplier les obstacles pour que la procédure et on va dire globalement l'institution judiciaire fonctionne normalement. On assiste à un faux débat qui est celui de l'opposition entre police et justice. La vraie question, ce sont les moyens. Or, la justice n'a pas plus de moyens que la police, bien au contraire. Elle manque de tout. Elle manque de greffiers, elle manque de magistrats. Et surtout, l'application des décisions de justice pose un vrai problème. C'est pas l'institution justice en elle-même qui est problématique, c'est les moyens qu'on lui donne. Et il est évident que les lois qui se multiplient, se démultiplient et s'empilent comme à la manière d'un millefeuille ne peuvent absolument pas favoriser l'efficacité de l'institution judiciaire dans sa globalité. Je parle du policier interpellateur jusqu'au jugement à proprement parler. Je vais me montrer peut-être un peu provocateur, mais à l'adresse de nos téléspectateurs qui ont besoin d'un éclairage. Vous avez évoqué le rôle du politique. Est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas voir très clairement une corrélation entre l'augmentation de la délinquance et cette cascade de réformes du Code de procédure pénale et du Code pénal auquel on assiste depuis une vingtaine d'années, et qui en fin de compte, si on dissèque un peu plus finement, est-ce qu'en fin de compte, ça n'est pas pour préserver le politique qui justement risquerait de se retrouver sous les fourches caudines de la police et de la justice? On peut se demander d'ailleurs si le législateur, quand il vote une loi, il n'a pas tendance un petit peu à se transposer dans le rôle de la personne qui a mis en cause et à se dire si jamais par malheur je devais me retrouver dans telle situation, voire en garde à vue, j'aurais besoin d'avoir mon avocat à côté de moi, tel droit, etc., etc. Le problème, c'est que si on transpose ces droits auxquels effectivement le législateur pense, peut-être en pensant pour lui-même, au tout venant de la délinquance, ça devient invivable. Et c'est ce qu'on a vécu quand on était en service. On se retrouve avec des gardes à vue, on n'y comprend plus rien. On ne sait plus comment on doit faire pour gérer. Alors, c'est pas comme dans les films, on n'a pas une garde à vue pour une infraction avec beaucoup de temps devant nous. En général, tout le monde le sait ici sur ce plateau, la garde à vue, c'est plusieurs gardes à vue en même temps, avec des infractions qui changent de qualification, avec des magistrats qu'on a ou qu'on n'a pas au téléphone, avec une pression horaire qui est très forte parce qu'on a des délais à respecter, on a des perquisitions à lancer, etc. etc. Donc c'est vraiment une procédure, quand elle est lancée, c'est la ruche, tout le monde court dans tous les sens. Et pour en revenir au sujet de notre débat, je vois mal les policiers qui travaillent actuellement en investigation dans cette ruche qui est la confection d'une enquête judiciaire qui est en cours avec des gardes à vue qui sont lancés. Je les vois mal répondre aux sollicitations des avocats de la défense qui vont demander copie de tous les actes qui sont en cours de rédaction via le procureur de la République. Alors, Jean-Pierre, pour moi, c'est pas qu'une question de moyens, en fait. C'est une question d'état d'esprit aussi, la justice. C'est pas qu'une question de moyens, parce que certes, la justice manque de moyens, on est d'accord. Les magistrats font de la politique, c'est clair, certains. Oui, mais alors, reprenons concrètement une garde à vue. Quand vous cherchez à avoir un magistrat au téléphone à Paris, région parisienne, combien de temps vous mettez à l'avoir au téléphone? Ça se chiffre pratiquement en heures. Maintenant, c'est 3/4 d'heure, 50 minutes, 1 heure, quelquefois plus. Vous avez la greffière qui vous reprend au téléphone et qui vous dit au bout de 30 minutes « Ne quittez pas, vous êtes le 8e dans la file d'attente, le procureur va vous prendre en ligne, etc. » Alors effectivement, s'il y avait plus de procureurs, plus de substituts du procureur, on mettrait moins de temps, on perdrait moins de délais. Mais c'est pas que ça. C'est pas qu'une question de moyens humains. C'est aussi une question de volonté politique. Et d'organisation. D'organisation et de volonté politique. À quoi sert une enquête judiciaire ? Parce que finalement, la finalité de l'enquête judiciaire, c'est mettre en cause des individus, rassembler des preuves et mettre la procédure, les gens qu'on a placés en garde à vue avec les preuves qu'on a pu trouver, les mettre à la disposition du procureur de la République, de la justice, pour qu'il décide après de ce qu'il souhaite faire, les classer sans suite, pas classer sans suite, une ouverture d'information ou pas, etc. C'est un vaste centre de triage, le parquet. Maintenant, si on n'a pas les moyens, si ni le parquet,
n'a pas les moyens de travailler, ni en amont, la police judiciaire n'a pas les moyens de travailler, j'ai très peur pour les enquêtes judiciaires. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, on est là pour ça. Hein. Pour moi, certaines lois sont du ressort du sabotage pur et simple. On va être très clair. Effectivement, la volonté de certains oligarques, appelons-moi chat un chat, est de se protéger. La présence de l'avocat pendant la garde à vue, il ne faut pas être naïf. Hein. La réaction de certains politiques lorsqu'ils ont été mis en cause et qu'ils ont fait l'objet de perquisitions, on a bien senti que ce qui les gênait, c'était de se retrouver un peu seul face à l'enquêteur. Mais enfin, ils ont oublié quelque chose d'important. On n'est pas chez les béni oui-oui et on n'est surtout pas dans une procédure américaine, à l'américaine, où effectivement, il y a une application des avocats, je dirais, tout au long du processus d'enquête. Mais avec des obligations d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Hein. Ça, on peut y revenir. Parce que l'avocat n'a pas tous les droits non plus aux États-Unis. Hein. Donc il y a effectivement cette volonté de saboter l'enquête judiciaire. Il y a quelque chose qu'on perd de vue, hein, quand même, trop souvent, c'est que les avocats ne travaillent pas pour le service public. C'est une profession libérale. Ils sont payés pour faire ce qu'ils sont. Donc il ne faut jamais perdre de vue que lorsqu'un lobby se met en mouvement, ce n'est pas pour défendre de grandes libertés, de grands thèmes sur les libertés publiques, contrairement à ce que certains ont fait de manière très ponctuelle. Mais le gros du bataillon travaille pour l'argent. Tu vois, c'est un rapport de clientèle. Donc ça a été perdu de vue par beaucoup de chroniqueurs. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de le rappeler quand même. On n'est pas dans le service public, là. Et Jean-Pierre, le garde des Sceaux qui porte cette réforme, c'est un avocat. C'est bien d'accord. Voilà, donc on a vraiment le sentiment que c'est une réforme qui est faite non pas pour le bien de la justice, non pas pour le bien des victimes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas perdre de vue. La justice, c'est pour rendre la justice au nom du peuple français, pour les victimes d'infractions. Mais là, on a vraiment le sentiment que c'est une réforme de la justice qui est faite au profit des avocats et au profit de ceux qui pourront se payer des avocats s'ils sont mis en cause. Tout à fait. Juste pour compléter le propos, donc j'ai employé un terme assez fort qui est celui de sabotage, que je ne renie pas. Et si effectivement, comme tu le décrivais, on peut concevoir à la limite que dans certaines affaires pour lesquelles on a du temps, on pourrait peut-être se permettre d'avoir un avocat en permanence pendant les perquisitions, pendant les auditions, mais tout ça ne colle pas avec ce que nous appelons dans le métier le traitement de masse, des infractions de masse, à savoir le petit judiciaire qu'on a dans les commissariats ou dans les sûretés urbaines, où on a effectivement une multiplicité d'auteurs, je pense au vol violence, au vol à l'arraché, on est face à des groupes de délinquants qui opèrent en groupe, en masse. Faut imaginer ce que ce serait une procédure avec, 5 mises en cause et 5 avocats qu'il faudrait avertir, balader au cours des investigations, et de fait, qui entraverait totalement le cours de la procédure et créerait tout autant de sources d'illégalité de la dite procédure. Donc il y a une vraie volonté, de poser un problème à l'enquêteur. Et ça, c'est pas admissible dans une démocratie. Parce que c'est au préjudice, il faut le rappeler, des victimes, qu'on oublie trop souvent. On nous parle sans arrêt des libertés, la protection des libertés individuelles, la protection des droits du détenu, mais bon sang, et les victimes. Qui parle de l'assistance des victimes par les avocats, par exemple? Mais je crois que à TV Liberté, aujourd'hui, on est en train de dénoncer ce qui est pourtant visible à l'œil nu. C'est-à-dire que de vouloir le voir. Voilà, cette espèce de perversité totalement orchestrée par le politique, en fin de compte, par ruissellement, a des conséquences terribles. Absolument. C'est-à-dire qu'on est passé des années 70 à 500 000 crimes et délits par an à près de 10 millions d'aujourd'hui, avec des échauffourées dans nos banlieues, avec un irrespect à l'égard de tous les policiers, à l'égard de tout ce qui représente l'autorité. C'est-à-dire que pour se préserver, voyant dans les années 90 que la police, la justice allait s'intéresser aux politiques, allait s'intéresser également au monde de la finance, etc., etc., on a multiplié les barrières, on a multiplié les empêchements de vérité pour diluer au maximum. Quel que soit le pouvoir politique. Quel que soit le pouvoir politique. Donc on sent bien qu'il y a une collusion quelque part. Et nos concitoyens pâtissent de ça tous les jours, dans leur quotidien. Absolument. Puisqu'on est dans l'incapacité réelle de lutter contre la délinquance réellement. Un seul exemple, aujourd'hui, on n'arrête pas, le ministre de l'Intérieur n'arrête pas de dire qu'on fait la chasse aux dealers, dans les cités, au trafic de stupéfiants, etc. Alors qu'on nous a empêchés de faire des coups d'achat, on nous empêche de traiter les informateurs, on nous empêche de traiter judiciairement toutes ces opérations, tous ces trafics, et on envoie des pauvres gardiens de la paix au casse-pipe, comme ça s'est passé la dernière fois à Avignon. Et avec cette mensonge est absolument
scandaleux. Et je pense qu'il était grand temps, d'ailleurs je ne comprends pas que les cadres de la police nationale actuellement ne le dénoncent pas. Alors je sais bien qu'il y a des enjeux de carrière, des enjeux ésotériques peut-être qui font que les choses ne se disent pas. Eh ben nous, on est libérés de notre devoir de réserve, on le dit. On dit aux Français, on vous ment depuis 20 ans et c'est pour ça que vous vivez aujourd'hui dans l'insécurité. Maurice, il faut le dire, c'est une mauvaise réforme, cette soi-disant loi confiance en la justice qui a été votée, je crois, par l'Assemblée nationale il y a peu, qui va passer devant le Sénat. J'espère que les sénateurs vont se réveiller, vont se rebeller et vont vraiment faire bloc à cette réforme qui est une mauvaise réforme. Tu prenais l'exemple du trafic de stupes. Est-ce qu'on imagine faire la guerre aux dealers et puis en même temps donner quasiment tout pouvoir aux avocats des dealers pendant la garde à vue des dealers en question, c'est-à-dire leur donner copie de tous les éléments qu'on a pu trouver en perquisition, avoir leurs avocats au cours des perquisitions. Jean-Pierre l'a très bien rappelé, l'avocat, c'est pas le procureur, c'est pas le policier, c'est pas quelqu'un de neutre. C'est pas quelqu'un qui est pour défendre uniquement le droit, il défend son client, l'avocat. Et quand vous allez avoir un avocat présent au cours d'une perquisition chez un dealer, honnêtement, j'ai peur. Moi, ça me fait très peur. Et je crois qu'on va arriver vraiment, on l'a dit, je le répète, on va arriver à dégoûter les policiers qui travaillent en PJ, qui ne vont avoir qu'une seule envie, c'est quitter la police judiciaire pour aller faire quelque chose de plus tranquille ailleurs. Mais ils vont arrêter la police judiciaire. Qui va en pâtir? Ce seront toujours les justiciables, toujours les mêmes. C'est-à-dire les Français au nom de qui la justice est soi-disant rendue. Alors moi, j'aimerais comprendre. Prenons deux exemples très précis et très récents. À Viry-Châtillon, tout le monde a en mémoire cette agression à l'égard des policiers. Un certain nombre d'individus ont été placés en garde à vue. Que je sache, la garde à vue est faite également pour mettre un peu en difficulté la personne. C'est-à-dire, elle est dans une cellule de garde à vue, psychologiquement, on est là pour l'interroger, pour essayer de découvrir la vérité. Les avocats de la défense ont déposé plainte contre les officiers de police judiciaire qui ont mené ces gardes à vue en disant qu'au moment de la garde à vue, ils avaient fait pression sur eux. Mais c'est le but de toute garde à vue. Voilà où on en est arrivé. Un deuxième exemple dans l'affaire de la Brise de Mer, une affaire extraordinairement importante et qui concerne la très grande criminalité. Les collègues de la police judiciaire avaient sonorisé des véhicules et sonorisé des appartements. Ça a été une des bases, ça leur a permis de dérouler toute leur enquête et de montrer l'implication de ces grands criminels dans l'affaire de la Brise de Mer. Ils sont aujourd'hui mis en examen parce qu'on dit que c'était déloyal. Alors que faire? On a envie de dire que va pouvoir faire le policier? Plus grand-chose. Je trouve ça, il faut que les Français le sachent, on ne va plus pouvoir assurer votre sécurité à cause de ces lois scélérates uniquement faites au profit d'un système politique qui a peur de la police et de la justice. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la volonté d'américaniser un petit peu la procédure. Et Dupond-Moretti avait dit une chose il y a quelques années de ça. On lui avait posé la question sur un plateau télé, on lui avait demandé, mais maître, est-ce qu'un accusé peut mentir? Est-ce que dans un procès d'assises, il avait répondu, bien sûr que oui. Il peut mentir et c'est à la partie civile, c'est à l'accusation, procureur, l'avocat général, surtout dans le cadre d'un procès, c'est à lui de démontrer qu'il est coupable. Mais mon client, enfin le client, l'accusé, a tous les moyens pour essayer d'échapper à la peine. Sauf que ce monsieur et d'autres qui veulent faire un copier-coller du droit anglo-saxon devraient prendre garde. Non, mais c'est surtout que moi, je veux bien qu'on aille vers ça, mais à la condition qu'on importe également les contraintes liées à cette attitude. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu peux mentir. Sauf que ça te coûte une peine double. Et en Angleterre, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez mentir, les accusés peuvent mentir, mais il y a une pénalité au mensonge. Or, en France, il n'y a rien, il y a même un encouragement à ça, au mensonge, à la dissimulation, à l'esquive. Non, il faut lutter à armes égales, comme tu le dis. On ne peut pas donner tous les moyens, toutes les clés du camion, toujours au même parti, toujours au parti de la délinquance. Ça n'est pas possible. Ou alors à la condition que les avocats de la partie civile, on va dire pour faire simple, les victimes, aient aussi un droit de regard et un droit d'évaluation sur ce que fait la partie adverse. Parce qu'autrement, on est dans un cadre de déséquilibre total et un danger réel pour la démocratie, pour le coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, justement, je crois qu'ils profitent actuellement de cette espèce de flou
qu'il y avait entre la procédure inquisitoriale et la procédure accusatoire. Ils profitent de ce flou pour en avoir tous les avantages. Moi, pour éclairer également nos téléspectateurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, le mensonge, lorsque par exemple vous interpellez quelqu'un et que vous êtes obligé de lui dire attention, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, ça veut dire tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est-à-dire, y compris le mensonge. Surtout le parjure est un crime. Lorsque les témoins mentent et que c'est un frein à l'exécution de la police et de la justice, ils sont poursuivis. Nous, il y a une confusion des peines. Aux États-Unis, il y a un agglomérat des peines, c'est-à-dire que vous pouvez être condamné à 245 ans de prison et n'avoir droit à une libération conditionnelle qu'à la moitié de la peine, c'est-à-dire au bout de 125 ans. Moi, je veux bien qu'on applique ça. Alors à ce moment-là, allons jusqu'au bout. Il faut une vraie dissuasion. Toujours est-il que le système inquisitorial qui avait fait ses preuves chez nous était, je pense, à mon sens, ce qui correspondait le plus à notre tempérament latin. N'oublions pas que, par exemple, la prison, chez nous, s'appelle l'administration pénitentiaire. On était là pour faire pénitence à une faute commise. Je crois qu'on va avoir du mal certainement à revenir en arrière, mais il faut absolument que les Français soient au courant des dangers et ce qui explique le nombre invraisemblable de crimes et délits que l'on connaît aujourd'hui, et de climat d'insécurité, et non pas d'impression ou de sensation d'insécurité. Ce que disait c'est intéressant, c'est la manipulation du discours. La sémantique, c'est tout un art. Et Dupond-Moretti est un maître en la matière. Et il a dit une chose lors d'un débat, je crois que c'était au Beauvau de la sécurité, que certains surnomment à juste titre le bon vent de la sécurité, qui ne débouchera strictement sur rien. Il a dit une chose très vraie, il a dit la justice n'est pas laxiste, elle condamne. Ça, on ne dit pas le contraire, sauf qu'elle n'exécute pas. Et on a des délinquants qui ont 5, 10, 15, 20, 25 condamnations à leur actif et n'ont jamais fait un seul jour de prison. Et la conséquence est même ironique, c'est que quand on demande, les magistrats demandent à ces garçons ou ces filles, est-ce que vous êtes connus des services de police ou de justice, avez-vous déjà été condamnés ? Ils répondent non. Mais ils répondent non pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce qu'ils ne sont jamais allés en prison. Et dans leur esprit, qui est assez reptilien, il faut le reconnaître, le fait de ne pas aller en prison signifie qu'ils n'ont pas été condamnés ni punis, tout simplement. Donc c'est un débat on fait du verbe, on fait du vent. Jean-Pierre, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que la justice manque de moyens ou est-ce qu'elle manque de volonté ? Il faut bien voir qu'effectivement elle manque de moyens, on est d'accord pour le dire, mais elle manque de volonté. Pourquoi ? Parce que là on est en train de parler de l'administration, enfin pas de l'administration pénitentiaire proprement dite, mais de l'exécution des peines plutôt. L'exécution des peines, c'est quoi ? C'est fondamentalement, c'est envoyer les gens en prison, sauf que toutes les réformes judiciaires qui se sont accumulées jusqu'à présent n'ont eu qu'un seul but, c'est trouver des alternatives à la prison. Pourquoi ? Parce que dans l'état d'esprit idéologique de certains magistrats, pas de tous, mais de certains magistrats, la prison n'est pas la solution. Le problème, c'est qu'on en arrive, comme le dit Jean-Pierre, on en arrive à des gens qui sont condamnés à des peines de prison qu'ils n'effectuent jamais. Et quand ils sont condamnés à une peine de prison qu'ils n'effectuent pas, dans leur manière de voir les choses, effectivement, pour eux, c'est pas grave. Ils sont condamnés à de la prison, mais ils n'y vont pas en prison. À se demander ce qu'il faut faire pour aller en prison. Autre chose aussi qui me paraît important, c'est qu'en France, on a 61 000 places de prison. Peu de choses près, je crois. Ça veut dire que nos idéologues de la justice ont considéré une bonne fois pour toutes qu'en France, il y avait 61 000 délinquants et criminels et pas un de plus. Après, on vous dit les prisons sont saturées. Moi, je suis désolé, il faut être un peu pragmatique. À partir du moment où on vous dit qu'il n'y a plus de place en prison, la logique voudrait qu'on en construise, de façon à mettre en prison ceux qui ont été condamnés à y aller. Or, force est de constater, comme disent les magistrats, qu'on n'y va pas en prison. Parce que la prison est considérée comme étant l'école du crime. Et une fois de plus, on se trompe parce que les gens qui vont en prison, je ne dis pas que c'est quelque chose... Généralement, déjà lourdement c'est déjà, diplômés. Voilà, ce sont des gens qui sont déjà extrêmement connus, abondamment connus des services de police. C'est ça, ils sont diplômés, ils sortent de centrale quand ils en sortent. Le problème, il est là. C'est que l'école du crime, c'est pas la prison. L'école du crime, c'est 15 gardes à vue qui s'accumulent et qui se terminent toutes par une remise en liberté sur instruction du procureur de la République. Si je peux me permettre un dernier parallèle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les États-Unis, en tous les cas la mentalité anglo-saxonne, pendant très longtemps, en France, on considérait l'acte de l'individu et on se disait il est peut-être amendable. C'est pour ça qu'on avait cet état d'esprit en jugeant en fin de compte son parcours. Les anglo-saxons ne jugent pas le parcours, ils cherchent pas à savoir cette pensée un peu hugolienne qui faisait qu'en fin de compte on était un peu responsable de rien.
Les anglo-saxons regardent la prédation de l'individu. C'est-à-dire, est-ce qu'il est prédateur ou pas? C'est un prédateur, on l'écarte. Donc je crois que si Dupond-Moretti veut aller dans cette direction d'une américanisation du droit français, qu'il y prenne garde, parce que c'est comme ça qu'aux États-Unis, on se retrouve des fois 300 ans en prison. Il faut savoir aussi quand même, et ça a été dit, mais de manière très très intimiste, que la plupart des actes de délinquance sont commis par les mêmes réitérants. C'est-à-dire qu'on a vraiment une infinité d'individus, c'est infinitésimal le nombre de délinquants réels, d'habitude. 10% de délinquants commettent 60% des crimes. C'est considérable. Or, ces types-là ne vont quasiment jamais en prison. Je pense notamment aux cambrioleurs. Ils vont rarement, pour en avoir traité quelques-uns, c'est rare lorsqu'ils vont vraiment en incarcération. S'entend pas condamné, je ne parle pas en audience ni en déferment. En incarcération, c'est très rare. Donc c'est certain qu'on ne les met pas en prison, bien évidemment. La démultiplication des actes de délinquance est là. C'est un fait incontestable. Écoutez, Jean-Pierre, Patrick, je vous remercie infiniment de cette première intervention. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'aurais souhaité laisser la parole quelques instants à Jean-Pierre pour qu'il nous présente son livre. Je crois qu'il a écrit un livre de mémoire, donc j'aurais bien aimé qu'il nous le présente et qu'il le présente aux téléspectateurs. Alors, un livre de mémoire, c'est beaucoup dire. Je l'ai écrit avec beaucoup de modestie, avec l'envie d'expliquer d'abord une chose fondamentale, c'est que le travail de policier n'est pas un travail de solitaire, c'est un travail d'équipe. On évolue au sein d'une institution. Je voulais faire un petit clin d'œil et un salut amical avec tous ceux et toutes celles avec lesquels j'ai travaillé. Et donc voilà, c'est plus une façon de remercier, de saluer ceux avec lesquels j'ai travaillé dans des matières très diverses comme les stupéfiants, les brigades criminelles ou les atteintes aux personnes. Ce qui était l'occasion aussi de régler quelques petits comptes avec non pas l'administration, il ne faut pas exagérer, mais plutôt avec le politique, dont on a continuellement souffert ces 30 dernières années, avec notamment... ça, pour moi, ça reste un tournant, la police de proximité, que je ne juge pas sur le fond philosophique, mais sur la mise en œuvre. Ce qui était très révélateur dans cette période, c'est que on s'est rendu compte que quelques oligarques, quelques penseurs, quelques concepteurs parisiens du cercle très restreint de Beauvau imposaient à l'ensemble du territoire une politique qui était absolument inapplicable à l'ensemble du territoire. Et ça a été pour moi le tournant. Et puis avec, bien évidemment, la période sarkozyste, qu'on a du mal à mettre de côté, parce que la politique de ce monsieur est quand même, pour moi en tout cas, à l'origine d'une fracture réelle entre la population et sa police aujourd'hui, avec une politique du chiffre absolument démultipliée, hystérisante, dont on n'est pas sorti véritablement. Ça s'est inscrit, ça a perduré. Les pouvoirs se sont succédés. Je ne vais pas stigmatiser l'un plus que l'autre, mais le constat est réel. C'est que tout simplement, les uns comme les autres, depuis 30 ans, font exactement la même politique, font les mêmes constats, ne font rien pour que ça change. Et la preuve en est, c'est que le pouvoir d'aujourd'hui, Macron, nomme Darmanin, ancien membre du cabinet Sarkozy, et Dupond-Moretti, d'ailleurs, dont on ne sait pas trop où il se situe. Pour moi, il se situe plutôt à l'extérieur de tout, puisque lui-même s'en est exclu par son intervention dans certains médias, où il jurait ses grands dieux qu'il ne viendrait jamais en politique. Alors le titre de ce livre, c'est 34 police déconnexion. Alors pourquoi police déconnexion? Alors 34, c'est les années passées dans l'administration, en activité, active vraiment, et déconnexion parce que mon constat est que depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans maintenant, l'institution police a été déconnectée de la population, tout simplement, par des politiques. C'est pas l'institution en elle-même qui a pris la décision de s'écarter du tissu républicain, du tissu citoyen, mais les politiques qui, en utilisant l'institution police comme un outil de propagande ou un outil de politique sécuritaire, l'ont tout simplement éloigné des besoins fondamentaux d'une population qui en a besoin. On parlait des victimes, c'est à ça que je pense. On se passe simplement au rapport entre le monde de la délinquance, qu'on peut évoquer d'ailleurs, et l'institution police, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de les éloigner autant que ça. Mais le constat réel, c'est que la citoyenneté ne voit plus sa police. Or, lorsque Nicolas Sarkozy prend le pouvoir, qu'il décrète que toute police de proximité est un non-sens et que seule la répression doit prévaloir, il commet une erreur fondamentale. La citoyenneté, la population a besoin d'avoir un lien constant avec sa police. C'est un interlocuteur, ça n'est pas un adversaire. Mais je crois qu'au niveau de la sémantique, on s'était trompé également en parlant de police de proximité, parce que je l'ai vécu aussi.
Et je crois qu'on aurait mieux fait de parler de proximité policière. Exactement. Je crois que c'est là où on s'est complètement trompé. Écoutez, Jean-Pierre, Patrick, je vous remercie infiniment de cette première intervention. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que TV Liberté nous accueillera une nouvelle fois. Il faut que les téléspectateurs comprennent bien qu'on a quitté nos charentaises, on a décidé avec notre vécu d'apporter un témoignage, une analyse réelle de la situation. Il faut que les Français soient éclairés, surtout à l'occasion de ces échéances prochaines. Il faut que vous soyez absolument persuadés que autre chose est possible. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre présence et puis je vous dis à bientôt. Merci. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Pour cette deuxième partie d'émission, je suis toujours en compagnie de mon collègue Patrick Ivars. Nous recevons Franck Martin, un ancien collègue qui s'est engagé comme nous dans ce combat pour plus de sécurité. C'est un peu le coordinateur, l'homme orchestre de toutes nos initiatives. Franck, bonjour. Bonjour Maurice. J'aurais souhaité que vous présentiez nos actions depuis cette fameuse loi présentée par Dupond-Moretti. Qu'est-ce qui nous a motivés, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui se profile et quels sont les adhérents à tout ça. Alors, comme tu l'as précisé dans la première partie, c'est au lendemain de la manifestation des policiers qu'on s'est réunis et on a fait un premier courrier aux parlementaires pour dire un petit peu, les mettre en garde et les mettre devant leurs responsabilités si ce projet de loi en l'état était voté définitivement. Alors on a mené une première action, on a envoyé le courrier à tous les parlementaires qui ont voté la loi, donc peu importe l'étiquette politique, et on a fait un deuxième courrier aux 61 députés des Républicains qui se sont abstenus. Parallèlement, pour l'instant, on a ciblé tous les sénateurs des Républicains, on leur a envoyé un courrier en leur demandant de nous recevoir, parce qu'on veut proposer aux parlementaires une amélioration de ce projet de loi. On cible d'abord 3 articles qui nous paraissent dangereux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la présence de l'avocat dans les perquisitions, la fin de la détention provisoire, puisque on a bien vu que les juges devront s'expliquer s'ils mettent quelqu'un en détention provisoire. Contrairement, ça va être l'inverse, parce qu'il faudra au lieu de motiver la détention provisoire, il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils ne prennent pas plutôt une solution aléatoire, c'est-à-dire le placement alternative, c'est-à-dire plus derrière les barreaux, mais la personne chez lui avec un bracelet électronique. Voilà. Également, qu'est-ce qu'on a ciblé ? Le problème de l'enquête préliminaire. Alors, ce n'est pas la durée qui nous gêne, c'est-à-dire 2 ans renouvelables 1 an, mais c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est la fin du système inquisitoire. Et on va expliquer un petit peu aux téléspectateurs de TV Liberté, parce que je pense que j'ai vu une enquête d'opinion qui disait que 70% des Français n'étaient pas hostiles à la présence de l'avocat pendant les perquisitions. Mais les gens ne se rendent pas compte du travail de l'enquêteur. C'est-à-dire que au moment où une patrouille interpelle un individu qui a commis une infraction, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont ramener l'individu au commissariat ou à la gendarmerie pour le présenter à un officier de police judiciaire. Là, d'abord, les gardiens, les primo-interpellants expliquent les faits. Donc l'officier de police judiciaire va décider de placer ou pas la personne en garde à vue, mais dès qu'il le place en garde à vue, il va lui notifier ses droits. C'est-à-dire que pendant 2 heures, vous devez attendre un avocat avant de commencer le premier interrogatoire. Plus, vous perdez 30 minutes puisqu'il y a l'entretien avocat. Ensuite, vous avez cette espèce de bubble-serie où pendant 30 minutes, vous êtes devant l'individu qui est interpellé. Il a le droit à 30 minutes de téléphoner à qui il veut. Vous mettez l'ampli, donc vous perdez encore une demi-heure. Plus la visite médicale, vous allez partir, vous devez envoyer la personne à l'hôpital, donc des fois c'est 2 heures, 3 heures, ça dépend le véhicule, trouver l'équipage. Voilà, trouver l'équipage. Donc déjà vous avez quasiment... ça s'impute sur les 24 heures de la garde à vue. Voilà, donc vous avez déjà perdu plus de 10 heures. Donc à un moment donné, soit le législateur prolonge de 24 heures la durée initiale pour la délinquance de masse, ou alors il faut changer le système, parce que c'est plus possible de travailler dans ces conditions. Il faut donc que nos concitoyens comprennent
que depuis une bonne vingtaine d'années, une cascade de réformes a ruiné totalement les capacités d'investigation des policiers au bénéfice des délinquants. Je veux qu'on revienne sur notre initiative. Nous, retraités, on a pris l'initiative de créer cette association puisqu'on s'est rendu compte que les représentations syndicales, la hiérarchie policière, étaient pieds et poings liés quelque part et avaient un mal de chien à s'adresser directement aux politiques. C'était le but de notre démarche. Voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est qu'on veut être reçu. Alors, on a déjà quelques réponses de sénateurs et on veut vraiment démontrer que ce projet est dangereux. Parce qu'on parle jamais des victimes, mais on sait très bien que dans notre système judiciaire actuellement, les victimes, c'est un peu les catins de l'institution judiciaire, parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous êtes victime, par exemple pour des infractions comme des viols ou des agressions, à chaque fois au moment de l'enquête, quand des auditions ou les confrontations, vous revivez l'infraction. C'est-à-dire que c'est très dur pour une victime de s'exprimer. En plus, on voit bien que Dupond-Moretti veut faire sa propre pub, puisqu'on veut il veut faire téléviser pour soi-disant le procès pénal. On sait très bien, on a tous... C'est des spots publicitaires pour les avocats. Voilà, c'est gratos, comme ça. Comme ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, c'est encore le concitoyen qui va payer. Et on sait très bien que nous avons tous... On a tous été présentés de dossiers en cour d'assises, et souvent les victimes ne parlent pas. Et c'est le directeur d'enquête qui présente l'enquête avec les auditions et qui lui a la possibilité de donner exactement comment se sont passés les faits. Vous imaginez une victime qui sait que son procès va être télévisé, qui va expliquer tous les détails d'un viol? Mais on marche sur la tête, c'est pas possible. On ne respecte pas les victimes dans notre pays. Je voudrais citer une phrase de Dupond-Moretti, justement, et qui résume bien son état d'esprit. Je crois qu'il y a quelque temps de ça, après avoir parlé de la morgue des magistrats, il avait dit qu'il n'y avait pas d'équidistance entre l'auteur et la victime. À mon sens, heureusement, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le balancier est complètement du côté des auteurs. C'est-à-dire qu'on a multiplié toute une gamme de procédures accessoires qui, en fin de compte, animent totalement l'action policière. Ce que j'aimerais, Franck, c'est que vous rappeliez à nos téléspectateurs notre site, afin qu'ils puissent signer la pétition, montrer qu'on est nombreux à dénoncer cette iniquité, quoi. Alors, je voudrais rappeler quelque chose, parce que on a aussi des gendarmes qui se sont joints à nous, notamment le capitaine Hervé Moreau, plus d'autres. On a quand même des hauts fonctionnaires qui nous suivent. Alors, notre site, c'est confiance-en-la-justice.com. Tout attaché, tout en petit, voilà. Confiance en la justice. Voilà, confiance-en-la-justice.com. On a fait exprès de reprendre le même nom. Comme ça, il y a pas de... Comme ça, les gens... On le trouve facilement. Ils le trouvent facilement. Sur un moteur de recherche, on trouve facilement confiance-en-la-justice.com. Alors, ce qu'on aimerait, notre objectif, c'est déjà avoir 100 000 signatures. Pourquoi? Parce qu'avec 100 000 signatures, on peut le mettre sur... On peut déjà... ça donne du poids à notre action. On peut le mettre sur le site de l'Assemblée nationale. Et si on avait 500 000 signatures, on arriverait à déclencher une commission parlementaire. Ça, c'est notre objectif. De toute façon, on a décidé qu'on ne lâcherait pas. On va demander systématiquement, parce que systématiquement sur notre site, on met les réponses des sénateurs. Et ceux qui ne nous répondent pas, on les dénoncera. Sachant qu'on voit à travers quelques réponses que le politique commence à trembler quand même, puisqu'on a dit qu'on dénoncerait leur action. Exactement. Leur implication pour un vote oui ou pour un vote non. Donc on sent bien parmi les réponses on sent même chez des gens de la République En Marche une certaine fragilité sur la réponse. Donc je pense que si les téléspectateurs de TV Liberté nous aident, plus une grande majorité de Français, de compatriotes, des associations de victimes. On a M. Patrick Jardin, on ne le présente plus. Patrick Jardin, je précise juste une chose, il a écrit un livre pour raconter la triste histoire qui est la sienne, étant donné que c'est le père d'une des victimes du Bataclan. Voilà, c'est ça. Alors on a écrit à tous les présidents de groupe, pas de réponse. Chez les Républicains, on en a quelques-uns qui nous répondent, mais M. Jacob et M. Damien Abad, silence morne pleine, sur pas de réponse. On a écrit au président de groupe du Sénat, on attend les réponses. De toute façon, on a décidé qu'on ne lâcherait pas. On a le mois de septembre, parce que le problème, c'est que c'est la navette. Donc, là, pour l'instant, elle n'est pas encore inscrit. Ce projet n'est pas encore inscrit.
Je crois que ce qu'il faut bien, sur ce quoi il faut bien insister, c'est que nous ne lâcherons rien. Voilà, mais il faut qu'on gagne la bataille au Sénat. Tout à fait. Mais à l'issue de ça, il faut que les téléspectateurs le sachent, on a tout notre temps. On ne lâchera pas. Dès septembre, on se transformera très certainement en association pour défendre justement la sécurité des Français. On a, pour ma part, moi j'ai 40 ans d'ancienneté dans la police, donc quelque part je sais de quoi je parle. On sait tous de quoi on parle. Il faut que les téléspectateurs soient conscients de ça. Nous ne lâcherons pas. Cette première étape de confiance en la justice se transformera en septembre en une association où nous perdurerons dans notre combat. Franck, je te remercie. Patrick, je te remercie. Je crois que nous allons maintenant recevoir quelqu'un du show business. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Dans cette dernière partie d'émission, on va recevoir notre ami Bébert, chanteur des Forbans, bien connu, pour parler avec nous de l'insécurité, de ce qu'il ressent. On voulait inviter Omar Sy ou Camélia Jordana, mais ils ont décliné notre proposition. Et donc, on s'est rabattu sur Bébert, qui est un ami et dont on connaît le franc-parler. Et surtout, parce qu'il représente la France, quoi. On sait que Bébert, c'est quelqu'un qui est comme nous, quoi. Alors, il a enchanté nos jeunes années, celles de nos enfants, etc. On a adoré ses chansons, mais ce qu'on ressentait surtout, c'est que il était comme nous, il ressentait les choses comme nous, il était proche des Français. Bébert, cette émission a pour thème l'insécurité. On est parti du fait que d'anciens policiers étaient contre la loi présentée par Dupond-Moretti. On veut avoir non pas ton avis sur de technicité dans tout ça, mais ton avis de Français, comment tu ressens ça? Tu as vu qu'il y avait eu une grande manifestation de policiers qui clamaient leur désespérance à la suite du meurtre d'un des leurs. Et on a l'impression que la population française, elle aussi, est en souffrance, et on a l'impression que le politique n'y répond pas, ou tout du moins par des arguties de façade. On voulait avoir ton opinion. Eh bien, déjà, j'espère que vous n'êtes pas rabattu sur moi, parce que Omar Sy et Gérald Magnal, je ne suis pas la roue de secours, je l'espérais. Bon, ces manifestations, c'est un petit peu comme les marches blanches. C'est très très beau, on défile, voilà, et puis après, il y a notamment M. Darmanin qui est venu épauler tout ça, donc j'apprécie le geste, dis-je avec ironie. Alors, pour parler de la sécurité, je pense que c'est très lié à l'éducation. Tout démarre de là, puis demain, j'ai envie de dire, tout démarre de l'éducation. Alors, je suis embêté quand je fais du passéisme, c'est-à-dire quand je fais du moi-je de mon temps. C'est-à-dire que moi-je de mon temps, effectivement, quand les jeunes t'écoutent, disent « ouais, le vieux ringard ». Mais on est bien obligé de déplorer les choses. On avait peur de notre père, on avait aussi peur de notre mère, parce que la mère aussi avait le geste leste, parfois bien mérité, alors qu'aujourd'hui, même une menace est interdite à son enfant. Donc tout part de là, tout part de l'éducation. Non pas qu'il faille frapper ses enfants, mais non pas qu'il faille les mettre sur un piédestal non plus. Automatiquement, lorsque j'étais petit, moi, ce qui m'intéressait, je vais peut-être être cru, ce qui m'intéressait, c'était de voir des filles nues, quand j'avais 12-13 ans. La testostérone aidant, c'est la seule chose qui m'intéressait. Oui, mais bon. Ou très peu. Je dis des filles, aujourd'hui il faut dire des filles ou des garçons, parce qu'on ne sait jamais, si je me cantonne à l'hétérosexualité, on va dire que je suis anti quelque chose. Donc voilà ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent plus aux armes, à une énucléation, ou à un décapitage, ou à un accident de voiture qui va forcément mettre du sang sur le bitume. Alors, est-ce que c'est quoi ce problème? Il vient d'où ce problème? La censure est où? Aujourd'hui, on veut voir un film pornographique, on fait clic, on voit, c'est terrible, il y en a de partout. Donc, alors, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que les enfants ayant les commandes sur leur destin et sur leur, sur la façon de s'amuser, les parents se délestent un petit peu. C'est bien pratique. Je me souviens que ma mère, elle était obligée de nous emmener au cinéma, elle était obligée de jouer avec nous aux dames, aux petits chevaux, voilà. Donc, si tu veux, tout ça faisait partie de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est totalement différente. L'enfant, je me rappelle le premier coup de poing que j'ai donné, je devais avoir 15 ans, non pas qu'il faille se battre, mais je pensais que mon coup de poing allait faire du dégât, qu'il allait provoquer des désordres, que peut-être j'allais avoir, que peut-être une convocation du directeur de mon... Aujourd'hui, c'est un coup de poing, c'est que dalle. Aujourd'hui, c'est un coup de couteau, un coup de flingue, et puis j'ai envie de dire, si un mec sort de prison
quelque part, c'est une star. Souvenez-vous, sans faire forcément allusion à nos âges, qui doivent être voisins, un mec qui sortait de prison avant. Va des rétros Satanas. Voilà, j'aurais pas On a connu ça. L'éducation, mais pour reprendre, c'est pas être passéiste, c'est pas avoir de la nostalgie. Après... On peut même quelque part philosopher. Hein. Je crois que c'est Platon dans le Ménon qui faisait dire à Socrate, apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Donc, tu vois que c'est pas être ringard que de citer Platon. D'autre part, ce progressisme qui nous a conduit un peu à tout ça, un autre grand poète, je crois que c'était Jean Cocteau, qui disait que le progrès, ça peut être le développement d'une erreur. Hein, bien. On croit qu'on s'élève et en réalité on tombe. Je crois qu'en fin de compte, ça n'est pas. On peut aussi aller dans le domaine philosophique pour expliquer ce qu'on connaît aujourd'hui. Patrick, peut-être. Alors moi, ce que j'aime avec Weber, c'est son franc-parler, parce que c'est vrai qu'on se reconnaît dans ce que dit Weber avec, j'allais dire, le bon sens populaire, Weber. Voilà, et d'une certaine manière, je m'y retrouve dans Weber, sauf la coupe de cheveux, c'est évident, mais on se retrouve un petit peu dans ce qu'il dit. Cela étant, peut-être une limite en ce qui concerne le rôle de l'éducation. Effectivement, on a eu la même éducation tous les deux, tous les trois, effectivement, j'imagine. Oui, effectivement, on a été structurés et une partie des gens d'aujourd'hui ne sont pas structurés comme on a pu l'être. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur le compte du manque d'éducation. Autrement dit, on ne devient pas délinquant parce qu'on manque d'éducation. Je crois que c'est un peu autre chose. C'est possible, oui. Oui, non, mais c'est même certain. C'est-à-dire que nous, les gens qu'on a eu en garde à vue, parce que c'était des délinquants, voire des criminels, c'était pas forcément des gens qui manquaient d'éducation. C'était des gens qui avaient une morale qui n'était pas la nôtre. Et le sens moral, alors ça peut faire partie de l'éducation, acquérir le sens moral. C'est le respect. Mais c'est pas que le respect, mais c'est le bien, le mal. Et là, je pense que la délinquance, c'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question de sens moral que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ça, est-ce qu'on peut l'apprendre en totalité ? Nos parents peuvent nous aider, nous dire, attention, ça c'est bien, ça c'est mal, ça peut nous faire réfléchir, ça peut nous amener à réfléchir nous-mêmes et à acquérir un sens moral que n'ont pas les voyous. Ce qui est très clair, Weber, quand on discute avec un gangster, c'est qu'il dit, bon, le type et tout, je l'ai frappé, machin, je donnais un coup de couteau, mais c'est de sa faute et tout. Pourquoi ? Parce que les voyous ont comme sens moral leur propre référence, eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est bien pour eux, c'est le bien. J'ai envie de dire, c'est très l'être humain en général. Tout le monde veut avoir raison. C'est le défaut de l'être humain. Non. La propension à avoir raison, c'est un défaut qui nous habite. Regardez, lorsqu'on roule sur une autoroute, il y a un embouteillage ici. Vous roulez, je l'avais déjà dit, c'est ce truc-là, et vous dites merde, et après vous apercevez qu'à gauche, il y a un accident à gauche. Et vous dites, qu'est-ce qu'ils sont cons en parlant des gens qui vous précèdent, mais en regardant, vous avez regardé ceux de gauche. Alors, on veut toujours avoir raison, mais il n'y a pas que l'éducation, et je vous l'accorde, mais il y a aussi les médias et la presse. La presse est assassine. Complètement. Elle est assassine, elle met de l'huile sur le feu. Elle veut absolument... j'ai envie de dire aujourd'hui, enfin, ça a tout le temps été le cas, mais depuis, on parlait hors antenne tout à l'heure de Sarkozy, non pas forcément pour l'abattre, encore qu'il est blessé aujourd'hui. On parlait du président de la République, souvenez-vous, je parle de Gaulle, j'étais trop petit, mais Pompidou, etc., etc. Je me demandais s'ils allaient aux toilettes. Aujourd'hui, on a un président de la République qui a une belle montre, l'autre qui prend une mobilette pour aller démonter je sais pas quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tout s'effondre. Il n'y a plus de base fondamentale, tout s'effondre. Et aujourd'hui, prendre une mitraillette ou tirer sur un mec, et alors ? Mais parce qu'on en revient. Donc c'est la presse, c'est beaucoup. Et la presse, on en revient à l'existence ou pas d'un sens moral qu'on a ou qu'on n'a pas. Et les délinquants, de mon point de vue, manquent de sens moral. Ils manquent pas forcément d'éducation. Oui, certainement. Certains peuvent avoir reçu l'éducation ou l'avoir reçu puis l'avoir refusé. Mais le problème du délinquant, pour moi, ce qui est fondamental, c'est son absence de sens moral, Maurice. C'est-à-dire que le type qu'on a en garde à vue, c'est l'enrichissement par le vol ou le trafic de stupes ou n'importe quoi. Ça le gêne pas du tout sur un plan moral. Et ça, alors c'est sûr que ça peut s'apprendre avec l'éducation, avec papa-maman, mais pas que. Et après, il y a un problème aussi qui existe, et vous le savez, à plus forte raison tous les deux, puisque vous m'avez dit dans quoi vous travailliez. La police, c'est un service, donc c'est service public, la police. La police est là pour nous préserver, pour nous protéger, pour résoudre des problèmes de malfaiteurs, etc., etc. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la police,
elle est majoritairement détestée par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle répression avec ces permis à points, avec ce masque non porté pour l'occasion. Alors, on a l'impression qu'ils sont là pour nous réprimander, nous qui sommes pas, a priori, des méchantes personnes. Bon, d'accord. Mais j'ai envie de dire, mais il y a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à prendre en compte. Mais on parle d'investigation. Comment est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans un endroit où il y a 5 mecs en bas d'un immeuble et leur mettre 2 tartes dans la gueule? Alors, évidemment, je cristallise, mais ça va. Par contre, je reprends quelque chose qui me paraît extraordinairement important, que tu as évoqué tout à l'heure, en fin de compte, l'exemplarité. Ah oui, l'exemplarité. En définitive, on s'aperçoit que la verticalité, tu citais Pompidou, etc. tout à l'heure, il y avait une forme de verticalité de la fonction qui, par définition, faisait ruisseler l'autorité. Cette autorité, aujourd'hui, quand on voit un président de la République avec 2 youtubeurs faire des galipettes ça paraît, on se dit tout s'effondre. Et puis nous accuser de tout, nous accuser du Rwanda, nous accuser de la torture de l'autre en Algérie, de machin. Je n'ai rien contre, hein. Moi j'ai rien contre personne, j'aime tout le monde. D'ailleurs j'aime tout le monde parce que je sais que je peux détester tout le monde. Mais faire du clientélisme en accusant la France de tous les torts, est-ce que c'est une solution? Ça va un moment. La guerre, c'est bivalent, la guerre. Quand il y a une guerre, il y a 2 opposants. Ils en ont fait autant, chacun fait aujourd'hui... Mais j'en reviens quand même à cette notion de verticalité qui, en fin de compte, comme je l'ai dit, par ruissellement, anéantit toute forme d'autorité. Et c'est pour ça que le policier, le gendarme, aujourd'hui, on va vers une espèce d'horizontalité. Là où j'aimerais avoir ton opinion aussi, c'est que quand tu nous disais tout à l'heure que les médias avaient une part de responsabilité, etc., le monde du showbiz, par exemple, par son exemplarité de premier de cordée, est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité énorme quelque part? Le monde du showbiz a 80% de responsabilité. 80% de responsabilité, et d'ailleurs tu fais bien d'en parler parce que j'aurais omis d'en parler. Les présentateurs sont tous des vendus, sont tous des faillots, sont tous des moutons de panurge en fait. Hein. Alors subitement quand on parle comme ça, on est droite, extrême droite. Ah, il est extrême droite, il est facho. Mais j'en ai rien à foutre quoi. Je ne veux pas faire partie du sérail. Moi lorsque j'irai dans le sérail, c'est pour profiter des bêtes qu'il y a dans le sérail. Mais je n'irai pas au sérail parce qu'on m'y a mis. Pour m'accoupler. Je fais allusion au taureau et à la vache, évidemment. Et le showbiz, c'est-à-dire que lorsqu'un artiste a envie de parler, il parle à lui-même. S'il parle trop fort, il se dit « Ouh là là, on va m'empêcher de faire des télés. Ouh là là, on va m'interdire de radio. » Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ils peuvent m'interdire de tout ce qu'ils veulent. Je n'en ai rien à foutre de tous les médias. C'est quoi ce monde hypocrite un peu tout ça? C'est un monde de super hypocrites. D'ailleurs, tu verras, je connais tous les présentateurs, c'est tous des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés où ils voulaient arriver. Ça n'empêche pas qu'ils soient peut-être intelligents pour certains, cultivés pour d'autres. Mais en tous les cas, le pire de l'homme, et moi j'essaie de ne pas être comme ça, hein, je ne prétends pas être meilleur que les autres, c'est de dire des lieux communs et de faire du clientélisme. Je me souviens très bien lorsque nous faisions nos albums, on en a fait encore un il y a 3 ans, qui a été boudé par ces médias de merde. Je me souviens très bien mes maisons de disques qui me disaient « Ouais, quand t'écris ce texte, il faut penser, parce que les 12-15 ans, il faut penser aux 25... » Mais je vous emmerde, moi. Je suis en train d'écrire ce que j'aime et se rallient à mes chansons ceux qui veulent. Bébert, et les textes des chansons de Youssoufa, il faut en penser quoi? Textes de chansons, c'est des chansons qui servent à rien, sinon à attirer dans ses raies des gens qui lui ressemblent, peut-être. Oui, d'accord, mais Youssoufa, c'est l'hymne de l'équipe de France là pour l'Euro. Oui, alors, c'est l'hymne de... Ça veut rien dire, sa chanson, ça ne correspond pas du tout à ce que j'entrevois, moi. Alors, évidemment, peut-être qu'on va me brûler ma maison demain parce que j'ai dit ça, je sais pas. C'est ça qu'aujourd'hui on craint ça. Aujourd'hui, on n'ose plus parler. On n'ose plus parler parce que si la police ne se charge pas de nous, parce qu'on a dit une connerie, les gens qu'on incrimine vont peut-être se charger de nous aussi. Alors, aujourd'hui, on a peur. On a peur, mais tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde, chacun fait la police envers l'autre. Aujourd'hui, lorsqu'on met pas le masque là, il y a bien un passant qui va vous dire « Oh là, monsieur, levez votre masque ». Aujourd'hui, on en est là. Il faut plus rien faire, il faut plus rien dire. Alors, Youssoufa, pourquoi ils m'ont pas demandé à moi de faire la musique? Pourquoi ils m'ont pas demandé à moi et les paroles? Elles auraient été autrement, pas meilleures, mais plus, plus orientées vers cette manifestation. Oui, tout à fait. Plus fédérative, en tout cas. Oui, complètement. Fédérative, c'est sûr. Moi, je n'aurais pas cantonné. Alors,
Oui, bon, peut-être que nous sommes ringards et Youssoupha, c'est la mode. Hein, Ah bah non, moi c'est la mode. je connais pas Youssoupha, j'ai pas envie d'acheter. Moi, je ce livre, connaissais pas avant qu'on en parle, en tous les cas. c'est un Voilà. peu Bon, ça, ouais. mais attention, le fait que nous ne connaissions pas, ça fait pas de nous ceux qui détiennent la vérité. Non, mais non, Parce on que en toi parle, et moi, ça on en fait une connaît pas. vedette. Oui, Il y a bien des sûr. millions de jeunes qui non seulement connaissent Ouais. et adorent. Bah, c'est ça aussi l'éducation. Mais c'est peut-être, ça. faire leur C'est sens, pour ça que voilà. j'en veux aux médias. Non pas parce qu'ils me boycottent ou parce qu'ils me blacklistent, ce qui n'est pas le cas du blacklistage, mais c'est parce que, voilà, on fait du clientélisme. Les hommes politiques veulent accéder à leur poste, non pas en prétendant qu'ils vont faire des belles choses, mais en déglinguant le précédent. C'est comme ça aujourd'hui. Bébert, Voilà, bref. je te remercie de ton intervention. On est bavard, hein. Non, mais je te remercie. salaud. Je te remercie de ton intervention, plein de dynamisme, etc. Juste pour conclure sur une note quelque part un peu pessimiste, puisqu'on parlait des médias tout à l'heure. Je crois que c'est un fameux journaliste qui disait il y a 2 sortes de journalistes en France. Il y a ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont du travail. Donc voilà. Qui disait ça, tu t'en souviens? J'aime Oui, bien. je m'en souviens. J'aime bien Il y a- ça que tu dis des citations. C'est ce qui Bébert, me je manque. te remercie. Et puis je dis aux téléspectateurs de TV Liberté, à très bientôt, j'espère. Et puis essayez de nous être fidèles. Merci de votre confiance. Vous avez demandé la police, ne quittez pas.